Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Top Retour. J'étais certain qu'il allait tomber, je pensais que ce serait la dernière fois, mais c'est venu avec un peu de retard. La planète au trésor. Quelle surprise que vous vouliez que je traite en Top Retour mon film Disney préféré. Je tiens à dire une chose avant qu'on commence par rapport à ça. Si j'adore autant La planète au trésor, c'est parce que d'une part je trouve qu'il y a très peu de défauts et qu'il y a beaucoup de qualités, le truc de base, mais il n'y a pas que ça. L'une des choses qui fait que j'accroche à ce point à ce film, c'est surtout parce que j'arrive personnellement à me sentir émotionnellement connecté à ce film. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. À part si vous n'avez vraiment aucune vie sociale, mais normalement, vous attachez pas émotionnellement à 50 films par an. En général, ça arrive assez rarement, ce genre de choses. Et donc si par hasard vous venez à vous attacher émotionnellement à un film parce que ça fait écho à votre vie d'une certaine façon et vous dites punaise, ce film représente beaucoup de choses pour moi, ça m'a aidé, je sais pas, à traverser quelque chose dans ma vie, ou alors cette situation m'a énormément rappelé ma situation à un moment donné. Ce genre de film-là représentera toujours quelque chose de très fort pour vous, de très spécial. J'ai pas des masses de films comme ça, et d'œuvres comme ça en règle générale. Honnêtement, ça se compte sur les doigts de la main, vraiment. Ce film représente beaucoup pour moi parce que je me suis complètement identifié, connecté au personnage de Jim Hawkins. Bon, on n'a pas des histoires extra 100% similaires non plus, hein. Moi aussi, mon père a quitté ma mère quand j'étais enfant, seulement j'avais 2 ans, je m'en souviens pas du tout, et puis j'ai toujours en bon terme avec mon père biologique, j'ai aucun problème là-dessus. Ça n'a rien à voir avec ça par exemple, mais ça vient surtout du fait que comme Jim Hawkins, il y a un moment donné, dans ma vie en tant qu'adolescent, et encore maintenant un petit peu, j'ai presque l'impression, j'ai toujours eu cette peur de ne pas savoir quoi faire dans la vie, tout simplement. de déambuler sans but là-dedans et de dire où est le sens là-dedans, où est le sens dans ce que je fais, et au fur et à mesure que je me pose cette question-là, en me cachant derrière des tonnes de divertissements que je me crée, etc., j'en viens à plusieurs moments à me dire qu'est-ce que j'apporte, et surtout les personnes qui ont pris soin de moi, notamment ma mère, parce que là, quand même, la connexion est très forte. Est-ce qu'elle a vraiment de quoi être fière de moi, d'une quelconque façon, en fait, avec ce que je l'ai accompli, c'est-à-dire presque rien, dans l'absolu. Et quand je me dis ça, quand je vois à quel point ma vie n'avance pas des masses, et à quel point j'ai le sentiment d'être une déception pour les gens qui me sont proches, et ben je me sens super connecté à Jim Hawkins. C'est pour cette raison que j'adore autant ce film. Mais vous n'avez pas la même vie que moi, vous n'avez pas le même passé que moi, et si ça se trouve, vous ne sentirez pas cette connexion-là. Voilà, mais c'est un truc que je tiens à dire là-dessus avant de commencer ce top retour, pour partir dans l'émotion, les tirs larmes, etc. C'est juste pour dire pourquoi je me sens tellement connecté à ce film et à son personnage principal, c'est pour cette raison-là. Ça n'empêche que je peux reconnaître qu'il a des défauts, ce film. Pas autant que certains ont tendance à le dire, notamment au niveau de l'humour, qui d'après certains est un peu lourdingue. Il est lourdingue à certains moments, mais à d'autres moments il passe tout à fait correctement. Il est juste pas sensationnel, mais c'est pas un film qui essaye de se centrer sur son humour. Il y a beaucoup de films Disney qui ont un petit humour qui passe rapidement, et c'est pas sur ça qu'on se centre, et c'est clairement le cas avec La planète au trésor. Il y a quelques petits moments là-dessus, on y viendra dans cette liste. Et comme pour toute chose, ça dépendra toujours du point de vue de la personne. Peut-être que certaines choses seront perçues différemment, peut-être que certains trucs seront considérés comme pas super pour certains et géniaux pour d'autres. Un truc que j'ai trouvé intéressant par rapport à ça, tant que j'y pense, vu qu'on peut encore légèrement parler de Star Wars 8, c'est encore un petit peu tendance. Star Wars 8 est un film qui est divisé sur énormément de points, mais il y a une scène qui divise énormément les gens sur Star Wars 8. C'est un truc intéressant que je tiens à dire parce que je trouve ça très fascinant sur le principe. La scène de Leia. Bon, mini spoiler, ça arrive assez tôt dans le film, donc les rares personnes qui n'ont pas encore vu le film, je suppose que si vous existez encore, voilà. La scène où Leia arrive à manipuler la force
de façon un petit peu forcée pour certains, ben, ça amène des réactions complètement diamétralement opposées selon les gens, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire que c'est génialissime, quoi, cette espèce de pied de nez au fait que l'actrice est morte en disant non, elle n'est pas morte, ici elle lutte pour se battre, pour survivre. Il y a des gens qui trouvent que c'est génial et ça les rassure. Il y a des gens qui trouvent que c'est une insulte à sa mémoire en tournant en ridicule sa mort. Il y a deux perceptions complètement différentes sur une même scène par rapport à exactement la même chose. C'est très dingue ça. Voilà, c'est histoire de dire, parce que je sais pas, je vais pas pouvoir avoir l'occasion d'en parler à d'autres endroits, et ouais, j'ai déjà fait toute une mise au point sur l'objectivité et l'art, et c'est un peu le même principe. Ça pour dire que si vous ne percevez pas les choses comme moi sur certains points, je comprends très bien, notamment par rapport à 2-3 points sur lesquels je vais m'appuyer dans ce top retour. On va arrêter là peut-être de balancer des fleurs et tout. Vous êtes là pour m'entendre dire du mal du film, et je vais dire du mal de film. Voilà, c'est parti, en avant pour le top 5 des pires points de la planète au trésor. Même si de fatigue tu tombes. Numéro 5, Jim et la carte. C'est la carte magique. Oui, alors c'est une carte super high-tech, on sait pas comment l'ouvrir. Et Jim y arrive comme ça. Parce que c'est un petit malin, parce que il a vu tout de suite comme ça comment ça marchait. Alors déjà, rien que ce petit moment en soi est un petit peu facile, c'est de la facilité scénaristique. Mais le gros problème vient surtout après ou vers la fin. Il n'y a que lui qui sait comment l'ouvrir. On a un tas de roublards, notamment John Silver, qui a dû écumer les espaces à la recherche de cette carte pour trouver le trésor. Ils n'ont aucune idée de comment, ouvrir ce truc. Ils n'ont pas étudié ça, personne n'a pensé à étudier ça ou quoi que ce soit. Il n'y a que Jim qui peut y arriver. Uniquement Jim. C'est vraiment une facilité scénaristique très notable. Ça ne me gêne pas horriblement en soi, pour la simple raison que l'histoire doit bien arriver à se mettre en place et qu'il y a certaines situations qui sont un peu difficiles à amener. Mais n'empêche que oui, il y a des fois où les situations, quand on les amène, c'est un peu limite, un peu trop facile, un peu forcé. C'est le cas ici. Ça ne veut pas forcément dire que ça devient nul ou quoi que ce soit. Ce qui me fait revenir rapidement sur... Je crois qu'il y a les deux mêmes personnes qui n'arrêtent pas de me faire le même genre de commentaires, genre au mot près, qui n'arrêtent pas de me dire à chaque fois que je dis « Ah tiens, mais si tel personnage avait fait ça, ça serait terminé beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Ça n'aurait pas pu se passer comme ça. » Les gens m'ont répondu « Oui, mais si ça n'avait pas été comme ça, l'histoire n'aurait pas pu se faire. » Ouais, je suis pas con, merci de me faire ce genre de remarques ad nauseam. Non, sérieusement, il y a un ou deux mecs qui arrêtent pas de me faire ce genre de remarques dans les commentaires. Ça devient légèrement gonflant, je vous le cache pas. Mais ouais, j'en ai pleinement conscience. Des fois, on doit amener notre scénario. Et des fois, il y a certaines ficelles qu'on doit tirer, qui doivent amener l'histoire là où on veut qu'elle soit. Et des fois, ces ficelles, on les voit un peu trop. Voilà, et quand on les voit un peu trop, c'est pas bête de le souligner, ça, c'est pas bête de le dire. Des fois, ces ficelles sont un peu trop grosses pour qu'on adhère. Des fois, elles arrivent à être suffisamment acceptables pour pas que ça nous tire du film. Et c'est le cas ici. Pour moi, je ne peux pas dire que c'est négligeable, mais j'arrive à accepter ça suffisamment pour que ça ne me tire pas réellement du film. Mais je peux comprendre que des gens aient du mal avec ça. Numéro 4, les baleines de l'espace. Ou alors les baleines de la stratosphère, des limites de l'atmosphère, je sais pas trop exactement où ça se situe, tout ça. À nouveau, c'est pas super clair comment ça marche exactement, la physique dans ce monde-là. Voilà, je me suis toujours dit, par rapport aux vaisseaux spatiaux, là, aux navires spatiaux, qu'ils devaient se créer une espèce de mini-atmosphère autour de leur bateau pour pouvoir respirer dans l'espace. C'est pour ça que je pense que les baleines doivent être dans les limites de l'atmosphère pour pouvoir avoir de quoi respirer et tout, étant donné qu'elles sécrètent des trucs, elles peuvent pas vivre de rien du tout. Parce que dans le reste de l'espace, c'est du vide, hein. En termes de matière, c'est du vide. Hein. Donc elles doivent être dans une certaine atmosphère. Mais même en essayant
d'aller loin pour justifier ça, parce que là je suis allé un peu loin quand même pour justifier ça, ça apporte rien. Regardez, il y a des bestioles dans l'espace, ça sert à rien du tout après coup, c'est histoire de dire oh, regardez c'est merveilleux tout ça, c'est pas merveilleux plus que ça. En toute honnêteté, je vais même dire que visuellement parlant, c'est ce qui fait le plus tâche, c'est un système dans la planète au trésor qui mélange l'animation 2D avec l'animation en image de synthèse. Et ça le mélange très bien la très grande majorité du temps. Mais ces baleines de l'espace font un peu tâche pour moi parce que je trouve qu'elles ne se mélangent pas parfaitement avec cet environnement 2D. Je trouve que l'espèce de gag autour d'elle n'est pas sensationnel. En termes d'humour dans le film qui passe pas très bien. Ouais, cette histoire avec Doppler, ouh, c'est plutôt un pétard mouillé qu'autre chose ça. C'est superflu, il n'y a pas besoin de ça pour enrichir votre univers. C'était une distraction de 30 secondes dont je me serais techniquement passé. Numéro 3, Ben fait des siennes sur le navire. Il y a une personne qui a essayé d'expliquer le fait que j'appréciais Ben en disant ouais, je vois ce que tu veux dire, moi j'adore le bossu de Notre-Dame, c'est pour ça que j'arrive à excuser les personnages des gargouilles. Non, j'adore le bossu de Notre-Dame, sincèrement. Et si il y avait moyen de dire que les gargouilles sont de bons personnages, je le ferais. Mais c'est pas le cas. Ce sont de mauvais personnages. Pour moi, Ben est un bon personnage. Pas un personnage sensationnel, pas un incontournable Disney ou quoi que ce soit, mais un personnage bien incorporé et sincèrement plutôt drôle, tout à fait personnellement. Le film joue sur le fait qu'il apparaît très tardivement et c'est pour ça qu'il doit être bruyant, bien se faire repérer. Son comportement est tout à fait logique par rapport à sa situation et ça joue complètement sur le fait qu'il casse les pieds de Jim Hawkins. Voilà, je peux comprendre que ça se rapporte à certains spectateurs, beaucoup de spectateurs d'après les retours que j'ai entendus, mais moi, ça ne se rapporte pas à moi. Je me rends bien compte qu'il y a une dynamique entre ces deux-là qui est comique et qui passe très bien, tout à fait personnellement. N'empêche que je ne peux pas nier qu'il y a une scène où je le trouve un petit peu trop exagéré. La scène entre Jim et Scroop est, je trouve, très intense et les interventions de Morph ne me dérangent pas particulièrement. C'est mignonnet, ça ne gâche pas vraiment l'action. Seulement voilà, quand on coupe toutes les 30 secondes sur Ben qui fait une connerie et quand on se rend compte en fait que la plupart des complications, des choses qui font progresser ce conflit viennent indirectement de lui avec ses maladresses et tout, ça gâche un peu l'intensité de la chose parce que c'est trop facile, parce qu'on mélange le gag dans l'action de façon pas super convaincante. Et même si je trouve très fort le moment où Scroop s'envole vers d'autres cieux, dans tous les sens du terme, il n'empêche que je ne peux pas m'empêcher d'être ennuyé devant ces interventions gaguesques un peu trop forcées pour les besoins de la chose. C'est un peu dommage, même si la scène reste toujours assez bonne en soi, elle est un petit peu gâchée par ça. Hey, t'as vu? J'ai tout fait tout seul. Numéro 2, un melting pot exagéré et maladroit. Quand vous êtes dans ce genre d'univers complètement détaché du nôtre, il y en a qui disent que c'est pas tout à fait du steampunk, ouais, ça m'est égal ce que c'est, si c'est du steampunk ou du jlouba, bah j'aime le jlouba, si c'est du jlouba, hein, je m'en fiche. Parce qu'il y a un petit débat pour dire, est-ce que c'est du steampunk ou pas, il y a des gens qui disent, ah non, c'est pas du steampunk, ça correspond pas à tel ou tel truc, je m'en fous. Vous savez quoi, je m'en fous, j'aime cet univers, merde. Mais n'empêche que, dans cet univers, ils en ont fait trop, tout simplement, ils en ont fait trop dans les différentes races. Il n'y a quasiment pas deux personnes qui sont de la même race dans tout le film. Bon, de temps en temps, on voit des familles. Et à ce moment-là, quand on voit des familles, elles sont de la même race. Mais souvent, à chaque fois, on tombe toujours sur un représentant d'une race. À n'importe quel moment, quoi. Il y a déjà, dès lors qu'il y a deux personnages, ils sont forcément de deux races différentes. C'est extraordinaire. Ce qui fait qu'il doit y avoir genre une cinquantaine de races qui sont dépeintes dans ce film avec une soixantaine de personnages presque. Vous avez trop laissé échapper votre créativité et ça joue contre vous. Dans un film comme Star Trek, on dépeint plusieurs races, mais il y a souvent
plusieurs personnes d'une même race qui occupent tel endroit parce que bon, c'est un endroit qui est plus fréquenté par des humains ou des Klingons ou je sais pas quelle autre race qu'il y a. Je suis pas particulièrement Star Trek, mais voilà quoi, on essaye de faire en sorte qu'il y a plusieurs races et qu'il y a quand même beaucoup de représentants d'une même race à un certain endroit, histoire de dire qu'ils sont pas tous éteints. Mais là j'ai l'impression, ouais, que si vous regardez la planète au trésor, toutes les races sont éteintes. À peu de choses près, il n'y a quasiment aucun humain, et quasiment aucun crabe, il y a un seul représentant du peuple crabe, c'est Scroop. Puis honnêtement, il y en a même certains, je me demande comment ils font pour se reproduire. Il y a ce type qui est une tête, et cet autre type qui est un corps, et apparemment ils sont censés aller ensemble pour faire croire que c'est un corps entier, seulement voilà, c'est une tête qui a sa propre conscience à lui et le corps qui a sa propre conscience à lui. Est-ce que ces deux races qui sont en symbiose, elles vivent tout le temps ensemble, il y a toujours un qui vit avec l'autre histoire de donner cette espèce d'illusion ou quoi que ce soit? C'est bizarroïde, c'est bizarroïde, et je parle même pas des trucs qui sont complètement non organiques. Puis il y a un mec rocher, quoi, biologiquement comment ça fonctionne ce truc. Voilà, vous en faites trop là-dessus. Et ça n'aide pas énormément l'immersion dans votre univers. Et enfin, numéro 1, l'équipage de Silver. Sans compter Scroop à nouveau, parce que Scroop déchire. Je comprends un peu où vous avez voulu en venir avec ça, parce que c'est un film qui ne s'adresse pas particulièrement aux plus jeunes, c'est vraiment plutôt destiné aux ados, ça s'adresse vraiment aux ados en premier lieu, et donc vous risquiez de perdre un petit peu le jeune public, et vous avez fait comme pour le bossu de Notre-Dame, vous avez rajouté des détails secondaires qui peuvent les garder scotchés à leur chaise avec des petits trucs, des petits gags qui leur parleront bien, et qui leur parleront presque qu'à eux. Et donc on a eu droit donc à cet équipage ou en couleur, rigolo, etc., etc., qui se comportent de façon un peu grand-guignolesque, qui se font battre de façon ridicule, qui sont bêtes comme leurs pieds, qui sont doublés de façon ridicule en VO comme en VF, pour faire rire les petits enfants, et c'est lourd, ça alourdit un petit peu la narration par rapport à ça. C'est légèrement détrimental pour le personnage de John Silver, qui passe légèrement pour un branque pour avoir engendré une bande d'ahuleries pareilles, presque. Après, on montre qu'ils arrivent à être un peu compétents dans leur domaine, c'est le petit truc qui arrive légèrement à rattraper ça. Il y a des gens qui savent manœuvrer un bateau, et des gens qui savent tirer au canon. Ils arrivent à être un peu efficaces dans le peu qu'ils font, mais vous auriez pu les rendre un peu moins guignols. Et aussi éviter des gags ridicules et gamins de ce genre. Il s'appelle Monsieur Prout. Ouais, c'est les petits moments où on se centre sur eux. Et je l'accorde, ce sont des petits moments, ils sont pas très présents. Là, on se centre davantage sur John Silver, sur Jim Hawkins, sur le capitaine Amelia et sur Doppler. Ces personnages-là sont vraiment en fond et ont très peu l'occasion de se montrer réellement, de briller par leur connerie. Ce qui fait que c'est pas non plus quelque chose qui m'irrite grandement, mais chaque moment où on se centre un peu sur eux, chaque moment où on fait des gags autour d'eux, me fait soupirer. Et honnêtement, je peux comprendre les gens qui ont un peu de mal avec cet humour si c'est la chose que vous retenez le plus, c'est-à-dire cet équipage de John Silver qui est... Ce sont là des petits détails qui me gênent un peu au visionnage et qui m'empêchent de considérer ce film comme étant parfait, parce que je le redis, aucun film n'est parfait, personne n'est infaillible, il y aura toujours des erreurs qui seront faites à un moment ou à un autre, il y aura toujours des moments qui ne pourront pas plaire à tout le monde, on ne pourra jamais mettre tout le monde d'accord sur tout dans un film. Voilà, un film ça demande énormément de jours, de mois de travail facile pour pouvoir être fait. Enfin, ça dépend de la qualité des films, il y a des films qui se font très rapidement, mais un film de ce genre-là, ça met 1 ou 2 ans, même plus, à se faire. Et c'est difficile de ne pas faire de petites erreurs dans la création, ça n'arrive jamais pour moi. Hein. Je suis désolé, vous pourrez me citer n'importe quel film, j'arriverai toujours à trouver des petites choses à redire. Et ces petites choses à redire sont présentes dans ce film-là. Elles me gênent un petit peu, mais vraiment pas tant que ça, parce que tout ce qui est bien fait est tellement bien fait, tellement bien réussi, ça arrive à me toucher tellement que j'arrive à outrepasser assez facilement ces détails qui me gênent. Voilà, et c'est peut-être pas votre cas, peut-être que ces détails vous gêneront plus, vous.
je peux le comprendre très bien, mais moi, ça ne m'empêche pas de considérer ce film comme étant génial. Et si c'est votre cas, je suis bien content de partager ça avec vous. Si c'est pas votre cas, super. N'hésitez pas à dire ce qui vraiment vous déplaît dans ce film. N'hésitez pas à donner vos arguments qui font en sorte que c'est pas un de vos films préférés. Je peux très bien le comprendre. Je suis très curieux de savoir ce qui peut vous gêner là-dedans. Vraiment, n'hésitez pas à le dire. Moi, c'est un film que j'adore et les défauts qu'il a ne changeront pas ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous en mars pour le prochain Top Retour. N'oubliez pas de voter en commentaire pour le Top Retour que vous souhaitez voir. Je suis toujours impatient de savoir quel sera votre choix. Maintenant, je suis un petit peu sur le qui-vive. Qu'est-ce que ça va être? Là, j'étais certain d'avoir la planète au trésor ce coup-ci. Maintenant, ça va être quoi? Suspense. J'attends de voir. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!